Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit souci technique ce matin. Merci de vous être connectés tout de même. On va commencer sans plus attendre. Comme vous le savez, Spites est engagé dans une démarche de numérique responsable depuis maintenant 2021. On a deux objectifs: réduire l'empreinte socio-écologique de nos activités, mais aussi celle de nos clients. Et c'est pour ça qu'on s'est construit à force de rendez-vous une conviction, c'est de dire que le partage de connaissances est une étape clé pour construire un numérique plus durable et plus responsable. Et on a créé donc le club NR, le club numérique responsable, pour répondre à vos questions, favoriser le retour d'expérience, avoir un espace d'échange. L'objectif était de répondre à vos questions. Alors, par contre, je vous laisse accepter les participants de votre côté, hein. Euh, et il y avait de nombreuses questions sur comment structurer finalement l'ENR dans son entreprise, dans son organisation, quelles sont les certifications, les labels. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique pour le premier webinaire. Donc, on a choisi de vous présenter le label NR porté par l'INR et géré par l'agence Lucie. Je laisserai donc dans un premier temps Adèle Poujol, responsable du développement régional de l'agence Lucie, vous en dire davantage. Et ensuite, on laissera la parole à Marie-Céline Plourin et Emmanuel Oudaille pour justement témoigner de la labellisation dans leur organisation respective. Voilà. Adèle, tu commences tout de suite? Oui, Merci. merci Marie-Camille, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Moi très rapidement, je suis Adèle Poujol et puis je travaille donc à l'agence Lucie. Je suis référente sur la région Île-de-France notamment. L'agence Lucie, en quelques mots, c'est une organisation, une entreprise qui a aujourd'hui plus de 15 ans. Et nous, on a trois grosses activités. Notre activité principale et celle peut-être sous laquelle vous nous connaissez, c'est celle de gestionnaire de labels. Donc, on a historiquement nos propres labels RSE alignés sur la norme ISO 26000, mais aussi sur les nouvelles réglementations en cours, notamment la CSRD. Mais on est aussi amené à gérer des labels pour le compte de tiers. C'est le cas du label numérique responsable. Donc, on gère en partenariat avec l'Institut numérique responsable. On a également une deuxième activité qui est celle de formation, parce qu'on a un centre de formation exclusivement dédié à la RSE avec tout un volet aussi de formation sur le numérique responsable. Et puis, on a aussi une activité d'animation de communauté. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle la communauté Lucie, ce sont toutes les organisations qui sont engagées sur les labels, donc soit en cours de labellisation, soit labellisées. Et on essaye vraiment de faire vivre cette communauté à travers des rencontres, des événements, des ateliers de partage de bonnes pratiques RSE slash numérique responsable. Voilà, un partage d'outils, un partage de livrables qui permettent de favoriser l'intelligence collective autour des sujets de transition. Donc, voilà un peu pour la présentation de l'agence Lucie. Et donc, pour rentrer un peu plus en détail sur le label numérique responsable, donc le label numérique responsable, c'est un label qui effectivement à l'origine a été donc créé par l'Institut du numérique responsable, en tout cas le référentiel NR. Donc, au fur et à mesure que ce référentiel s'est développé, on s'est associé à plusieurs partenaires pour vraiment monter ce label qui est en deux niveaux aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs qui collaborent sur ce label, notamment donc l'Institut du numérique responsable, France IT, et le référentiel a été travaillé avec l'ADEME et le WWF, avec également la patte du ministère de la Transition écologique. Donc aujourd'hui, c'est un label qui s'adresse à tout type de structure, que ce soit de la petite organisation ou à la grande entreprise, en passant par les collectivités, les associations, les organisations. Donc, quel que soit le statut en fait de l'organisation, le label est accessible et c'est un label qui vient vraiment traiter des sujets de l'impact lié au digital. Donc, en fait, c'est la démarche RSE par le spectre du numérique. Et donc, dans ce référentiel numérique responsable, on va retrouver plusieurs thématiques. Notamment, on va aborder les sujets de gouvernance et de stratégie. Donc, c'est vraiment un label global. On va retrouver aussi les sujets de soutien à la stratégie numérique responsable. Donc, comment finalement on travaille avec ces parties prenantes internes, externes sur le numérique responsable. Donc, ça peut être les sujets de formation, les sujets d'accessibilité numérique, etc. Mais je laisserai
Du coup, Marie-Céline et Emmanuel aussi, témoignaient, des actions un peu plus concrètes. On va regarder, aussi tout ce qui touche à la démarche, en interne sur, les produits, les services numériques et puis, comment on fait du numérique responsable au-delà des frontières de son organisation. Donc comment aussi on vient, donner une impulsion au sujet, on va dire d'un point de vue plus global. Et ce label, c'est un label, de progrès d'amélioration continue qui est décliné en 2 niveaux de maturité. Donc il y a un niveau 1 qui permet une entrée en matière, sur les sujets, justement du numérique responsable, donc qui permet de mettre un pied à l'étrier, à se structurer et un niveau 2 qui est plutôt pour les organisations qui sont déjà un peu plus matures. Donc dans chaque, processus de labellisation, on retrouve plusieurs étapes. On retrouve toujours une étape de formation obligatoire. Donc sur le niveau 1, il faut à minima passer à un MOOC. Le MOOC de l'INR, est passé à la certification derrière. On recommande de pouvoir, suivre une formation un peu plus complète, mais c'est à minima cette formation-là qui doit être suivie par une personne de l'organisation. Bon, Ensuite, vous connecté. allez avoir, une phase d'autodiagnostic, d'état des lieux des pratiques en matière de numérique responsable dans votre organisation. Donc ça, c'est un état des lieux qu'il va falloir formaliser sur une plateforme mise à votre disposition par l'agence Lucie. Vous vous faites ensuite auditer. Donc sur le niveau 1, c'est un audit en distanciel fait par un évaluateur, qui va au préalable, prendre connaissance de votre dossier, puis ensuite vous poser un certain nombre de questions, pour vérifier la pertinence de vos actions et vous attribuer un niveau de maturité sur 1000 points. Pour être éligible au niveau 1, il faudra obtenir à minima 300 points sur 1000 points. Donc on voit bien que c'est vraiment une première marche, mais il faut rester dans une logique de progrès, d'amélioration continue. Donc c'est pour ça qu'à l'issue de l'audit, si vous avez le premier prérequis des 300 points, on vous demande de vous engager sur un plan d'action numérique responsable pour vraiment vous engager sur des actions de progrès. Et ces actions, elles doivent avoir des deadlines dans le temps sur les 2 prochaines années à minima. Et c'est vraiment à validation de ce plan d'action par l'agence Lucie qu'on est labellisé pendant 2 ans sur le niveau 1. Sur le niveau 2, on a un processus qui est, du coup assez similaire, mais qui va un peu plus loin parce qu'on est sur un niveau d'exigence plus élevé. Donc sur le niveau 2, donc la formation indispensable, c'est celle de 3 jours pour vraiment bien s'imprégner de la méthodologie du label. Ensuite, comme pour le niveau 1, il y a toujours une phase d'autodiagnostic de ces pratiques, donc d'auto-évaluation, qui est à réaliser par l'entreprise en interne sur une plateforme. Un audit, mais cette fois-ci un audit qui va un peu plus en profondeur parce que c'est un audit sur site fait par un évaluateur externe qui va faire aussi des interviews de parties prenantes, se déplacer à la rencontre des collaborateurs, etc., pour avoir vraiment une vision 360 des actions NR menées. Et puis à l'issue de l'audit, le scoring attendu cette fois-ci est un scoring d'à minima 500 points sur 1000. Et puis à l'issue de l'audit, pareil, on vous demande de rédiger une prise d'engagement qui est un plan d'action numérique responsable. Et ce plan d'action, donc il sera bien sûr relu par l'agence Lucie, mais surtout, il va devoir être validé par une commission d'experts en numérique responsable indépendant de l'agence Lucie, qu'on appelle comité de labellisation. Et c'est vraiment ce comité de labellisation qui va venir statuer si votre plan d'action est assez ambitieux et assez cohérent pour vous faire progresser sur le numérique responsable. Et donc, à validation de votre plan d'action par le comité, sur le label niveau 2, on est labellisé 3 ans. Et à mi-parcours, donc au bout d'1 an et demi, on vient quand même faire un peu un état des lieux de où est-ce que vous en êtes sur vos actions numériques responsables. Et donc, on fait un audit de suivi. Donc, on voit bien qu'on est toujours un peu dans une logique de progrès, d'amélioration continue avec vraiment plusieurs étapes pour driver et structurer cette démarche d'amélioration continue et de progrès. Donc ça, c'est vraiment les étapes des 2 niveaux de label. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour, obtenir le label, donc entre le moment où vous débutez et le moment où on obtient la labellisation, on laisse une phase préparatoire, d'1 an, maximum pour justement réaliser toutes ces étapes en amont et pendant, ces étapes préparatoires, vous allez pouvoir avoir accès à tous les outils et avantages de la communauté Lucie. Et donc ces outils et ces avantages, ça vous permet, d'intégrer la communauté Lucie, d'avoir accès à tous les événements qui soient NR ou même RSE. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir rencontrer, des organisations qui travaillent sur des sujets RSE, de façon plus large. Il y a bien évidemment, tout un appui communication qui vous est fourni avec un kit de communication et cetera. Des réductions, sur les formations du centre de formation. Donc si on a envie de monter en compétences sur des thématiques un peu plus précises en numérique responsable, notamment,
type des formations éco-conception, des formations pour les chefs de projet ou pour les développeurs, ben, on en a spécifiquement sur le numérique responsable et accès à tous les outils Lucie qui seront mis à votre disposition, puis un espace membre pour collaborer. Et donc finalement, je finirai avant de passer la parole à mes collègues connectés pour témoigner vraiment de la démarche et des bénéfices de la labellisation. Mais en tout cas, peut-être, je finirai là-dessus, c'est rentrer dans une démarche de labellisation, c'est vraiment s'engager officiellement pour une cause qui compte et notamment pour ancrer les valeurs de son entreprise. C'est aussi pouvoir témoigner en externe et en interne de son engagement, donc pouvoir fédérer les équipes auprès d'un projet commun, pouvoir aussi communiquer en externe sur son engagement, donc ça va toucher la marque employeur, ça permet aussi d'améliorer l'image de marque, ça permet d'attirer des nouveaux talents, de pouvoir réfléchir avec une vision long terme aussi de l'action de ses engagements, d'anticiper les risques du marché et les risques sociaux et environnementaux, donc là, à travers le prisme du numérique responsable et puis, bien évidemment, de se démarquer aussi de la concurrence, en ayant, cette reconnaissance, de bonnes pratiques en matière de numérique responsable et vraiment d'engagement d'un point de vue, social et environnemental. Mais pour tout ce qui est un peu plus bénéfice concret de la labellisation, je vais passer la main, à Marie-Céline, si c'est bien ça, Marie-Camille, dans, le déroulé. Oui, tout à fait. Merci Adèle. Marie-Céline, je t'en prie, à toi la parole. Peut-être avant de parler des bénéfices, est-ce que tu pourrais présenter rapidement Woodrive et surtout qu'est-ce qui a poussé Woodrive à s'engager dans le processus de labellisation? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Woodrive, nous sommes spécialisés dans la sécurité des données sensibles et stratégiques des entreprises et des organisations publiques et de toute nature. Nous avons une plateforme collaborative sur laquelle tous les documents stratégiques peuvent être hébergés, modifiés, signés, enfin voilà, suivre un cycle de vie complet. Ça, c'est notre cœur de métier. La situation chez Woodrive est la suivante. Moi, j'ai rejoint cette entreprise il y a 2 ans pour structurer et accélérer toute la démarche RSE. C'est un élément important puisqu'en fait, il y a 2 ans, la page était quasiment blanche en termes de RSE dans cette entreprise. Et tout de suite, ce que j'ai réalisé, c'est ce qu'on appelle une étude de matérialité. Dit autrement, on s'est questionné sur quels sont les sujets sociétaux et environnementaux sur lesquels nous avons le plus d'enjeux et de responsabilités. Quels sont ceux sur lesquels nous devons agir et nous avons les moyens d'agir. Et il s'avère que sur l'intégralité des enjeux qui sont remontés, ils tournaient tous autour du numérique responsable, donc avec toutes ces facettes. Donc à partir de là, mon terrain, c'était très bien. Je sais qu'il y a le label numérique responsable qui existe. C'est parfait, c'est un fil rouge global pour l'entreprise. Puisque je vous redonne les éléments de contexte. Quand je parlais de RSE, personne n'avait une juste définition. Le numérique responsable, je vous en parle même pas. Très peu de personnes mettaient une juste définition. Et l'idée était de mettre en mouvement l'entreprise. Et donc, mettre en mouvement l'entreprise, de mon point de vue, quoi de mieux que de s'appuyer sur quelque chose qui finalement touche le cœur de réacteur de l'entreprise, puisqu'on est un éditeur de logiciels, un éditeur d'une suite applicative. Tout cet univers de la tech, ça parlait à tout le monde. Et comme le référentiel couvre 52 points et qu'il touche absolument tous les métiers, bien évidemment la DSI, tout le monde pense tout de suite à la DSI, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute l'équipe de R&D, l'équipe de marketing, l'équipe RH, auquel on pense moins, mais qui aussi a un rôle, les équipes sales, les équipes relations clients. Et donc, ça a permis de mettre en mouvement globalement l'entreprise. Alors, ça ne s'est pas fait avec magie, hein, il y a des étapes un peu à respecter. Donc, tout le premier semestre de 2023, ça a été vraiment une acculturation de, quand je vous dis RSE et numérique responsable, qu'est-ce que ça signifie? Donc, avec des temps de sensibilisation sur, effectivement, le numérique responsable, c'est tentaculaire, qu'est-ce que l'on met derrière? Et des focus sur des sujets. Qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Qu'est-ce que c'est que l'effet rebond? Quels sont les impacts du numérique? Voilà, donc toute cette acculturation, avec également aussi des temps forts, comme pour ceux qui le connaissent peut-être, le Digital Cleanup Day, qui est un événement où on peut mettre en pratique quelque part des enseignements liés sur l'usage d'un numérique de façon plus responsable. Donc, il y a eu toute une trame de fond comme ça sur le premier semestre de
le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Je comprends, et je comprends que ça a du sens pour l'entreprise WooDrive d'interagir et de travailler sur ce sujet-là. Fin du premier semestre, j'ai commencé à faire des réunions de travail avec chacune des directions. La direction, encore une fois, R&D, la direction marketing, la direction DSI, etc. Avec toutes les équipes où ça démarrait systématiquement par un quiz sur qu'est-ce que le numérique responsable pour réancrer les connaissances, comprendre à quoi ça sert et encore ancrer le « oui, ça a du sens pour moi ». Et là, de travailler à balayer le référentiel du label NR, à se dire tiens, mais peut-être qu'en fait, dans ce référentiel, il y a déjà des choses que vous faites. Et c'est pas comme ça pose pas le sujet en mode on veut ce label. C'est aussi un enjeu de valorisation de tout ce qui est existant et de traduire, j'ai envie de dire, en atout NR ou en atout RSE, des actions qu'on n'a pas forcément fait. Je vais vous donner un exemple. À l'équipe produit, ils étaient en train de travailler intégralement le process de discovery, c'est-à-dire de questionner quels sont les usages et les fonctionnalités qui sont attendus par nos clients, qui ont du sens dans l'évolution stratégique de la boîte. Et donc, moi, je leur ai dit, c'est super, ça, de se questionner, parce qu'il y a des principes de base dans le numérique responsable, c'est de se questionner sur les fameux 3 U. Est-ce que ce que je vais développer est utile? Est-ce que c'est utilisé? Et est-ce que c'est utilisable? Donc, dans tout leur processus de discovery, du coup, on l'a enrichi comme ça. Il y avait bien cette trame de fond, cette volonté de fond, avec des questionnements sur, finalement, est-ce qu'on a aussi questionné toutes les fonctionnalités qui avaient déjà été développées? Est-ce qu'elles sont bien utilisées? Est-ce qu'on peut avoir des remontées? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des enjeux de supprimer des fonctionnalités parce qu'elles sont utilisées par personne ou elles sont obsolètes, que sais-je? Donc, il y a eu tout ce travail individuel avec chaque direction en disant, petit quiz, on balaye le référentiel et on se pose les questions de qu'est-ce qui finalement est déjà existant et qu'on peut traduire en NR, j'ai envie de dire, et surtout, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme axe d'amélioration dans les 6 prochains mois. C'était ce travail de fond. Une posture que j'ai eue systématiquement, c'était pas on fait le label NR pour avoir cette médaille à la fin de l'année. C'est vraiment un guide pour nous structurer et agir sur les priorités par rapport à chaque direction de ce qui a du sens. Systématiquement, je leur disais, non mais c'est l'Institut du numérique responsable qui est derrière, c'est des gens experts et de référence sur le sujet. S'ils nous ont identifié ces 52 points, c'est que ça a du sens. Donc, on se laisse guider par cela. Si on atteindra les 300 points, on atteindra les 300 points. Et sinon, on sait qu'on se sera mis dans une logique d'amélioration continue. J'ai jamais été dans une logique de pression. Je voulais vraiment que tout le monde, d'abord, s'approprie ces sujets-là, parce qu'ils avaient quand même l'air de rien aussi une première claque, parce que c'est des gens qui aiment leur métier, qui sont tous dans la tech. Et moi, je leur expliquais que le numérique, c'était pas magique, ça avait beaucoup d'impacts environnementaux et sociaux aussi. Et donc, pour certains, ils étaient un peu dans une phase de digestion. Donc, il y a eu cette mise en mouvement. Voilà. Et en fin d'année 2023, donc on a été audité. Donc, c'est moi qui étais la porte-parole de tout le monde, parce que comme l'a précisé avant Adèle, sur la phase du label numérique niveau 1, il y a un seul interlocuteur qui rend compte finalement de tous les résultats de l'entreprise de manière globale. Donc, on a plutôt bien réussi et on a tout de suite, je raconterai après, enclenché le niveau 2. Les atouts que j'ai vus derrière ça, derrière le label numérique responsable, c'est comme j'ai déjà précisé, ça fait une mobilisation générale. Toutes les directions ont été concernées, encore une fois, pas que la DSI. Déjà, le DSI, ça lui soulage les épaules parce que quand il entend parler du NR, il se dit « Oh là là, tout va être pour moi ». Pas du tout. Tout le monde est mis à contribution et au contraire, c'est plutôt justement valorisant. Les atouts que j'ai vus aussi, c'est que on a inscrit des KPI, OKR, vous prenez le terme que vous voulez, NR dans chacune des directions. Parce que quand on avait fait le travail de qu'est-ce que tu fais déjà et qu'est-ce que tu es capable de faire dans 6 mois, on l'a tout de suite intégré en objectif pour chacune des directions, sur lequel on rendait compte publiquement à l'ensemble des salariés, ce qui a été reconnu comme un point fort, puisque en fait, on n'a pas fait une stratégie numérique responsable à part, en disant, voilà, nos objectifs, c'est ça, 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 mais on montre que les objectifs NR sont intégrés dans la stratégie globale de chacune des directions. Et on ne va pas se mentir, ça a été un accélérateur. Quand il y a un KPI et qu'il est rendu public à tout le monde et partagé, ça aide. Les atouts, je l'ai dit aussi, c'est que ça permet de valoriser l'existant, de donner du sens à un projet global, et ça aide à mettre en œuvre le changement pratique. Alors ça, c'est les atouts. De manière des difficultés, tout n'est pas magique, pas se mentir. Il faut l'imposer dans l'agenda, donc tout le monde connaît ça, on a des priorités, donc il faut s'imposer dans l'agenda des entreprises,
toujours systématiquement leur rappeler qu'en fait, c'est des compétences nouvelles à acquérir. Typiquement, aux ingénieurs chez moi, je leur rappelle qu'il y a la loi REN, là, de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui impose à tous les ingénieurs maintenant d'être formés au numérique responsable. Bah, si eux se questionnent pas, bah, ils sont en train de louper une montée en compétences, par exemple. Il faut aussi à chaque fois les accompagner selon s'ils se saisissent ou pas du sujet pour monter en compréhension, traduire ce qu'ils ont déjà fait en atout et les aider à structurer. Donc il y a vraiment un travail quand même d'accompagnement selon le stade de maturité et la façon dont les personnes s'en saisissent ou leur passer des idées, leur partager des initiatives. Par exemple, nous, on est ultra robuste, on a toutes les certifications qui existent en termes de sécurité informatique, eh bien, mon directeur sur ce sujet-là, sécurité, n'avait jamais entendu parler de cyber sustainability et donc de cette thématique émergente de comment concilier la sécurité qui peut se retrouver être une multiplication de couches techniques pour protéger et d'être compatible avec des engagements de développement durable. Donc, on a eu tout un travail de réflexion ensemble sur comment on pourrait se l'appliquer à titre d'exemple. Voilà. Le temps file. Donc, si je devais donner peut-être un autre point, c'est donc on a obtenu donc le bon score en fin décembre 2023 pour le label niveau 1 et dès janvier 2024, j'ai fait valider par le directeur général et toute l'équipe de direction qu'on enclenchait tout de suite le niveau 2 parce qu'un des enjeux majeurs, c'est bien de maintenir le réflexe NR. C'est pas « Ah, ça y est, on a eu le label, on peut se reposer ». Non, on garde le rythme parce que c'est pas parce qu'on a déjà obtenu ce niveau 1 qu'on sait tout, qu'on a le réflexe que ce soit intégré systématiquement. Et donc, on s'est tout de suite mis en ordre de marche sur le niveau 2, sur toute l'année 2024. Et on a été audité en décembre 2024. Et donc là, je suis actuellement en train de rédiger notre plan d'engagement pour les 3 prochaines années. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon. Oui. Et merci, en effet, et félicitations du coup pour le passage au niveau 2. Donc là, ce qu'on comprend et ce que tu as mis en avant, c'est vraiment que ce label a permis d'embarquer finalement les équipes, de les mobiliser, surtout au Drive en partant d'une page blanche, mais pas que, puisqu'il y a cette notion aussi de valoriser tout ce qui est déjà fait et d'enrichir, venir compléter finalement les stratégies déjà actuelles. Si tu avais finalement une recommandation pour les organisations qui sont présentes, qui souhaitent s'engager dans la labellisation, quelle serait-elle? Ah oui, alors, vous voulez vous lancer dans ce sujet, s'il vous plaît, comme on dit l'expression, ne réinventez pas la poudre. Il y a mille et un acteurs qui sont spécialisés sur le sujet, ou surtout qui ont tout décortiqué et qui en plus partagent leurs connaissances. Je pense à l'INR, mais pas que. Et donc d'aller regarder l'ADEME aussi, par exemple, bien évidemment, SPI, avec le collectif là. Enfin, il y a plein de collectifs qui sont très enclins à partager leurs connaissances et leurs réflexions et leurs outils. Pour ceux qui sont à l'INR, par exemple, il y a une base documentaire absolument incroyable. Vraiment, appuyez-vous là-dessus, même sur les outils de sensibilisation. Et c'est voilà, ce serait ma Tout à recommandation. fait. Tout à fait, parce qu'en plus, finalement, le référentiel de la labellisation et le référentiel de l'INR, donc derrière ça, sur les 52 points que tu as évoqués, eh bien, il y a des outils concrets à utiliser. Je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuel qui va peut-être compléter, puisque SPICES est embarqué depuis 2021 finalement dans le niveau 2. Tu étais à l'initiation de ça, Emmanuel. Je t'en prie, à toi la parole. Oui, merci. Alors, je vais compléter effectivement ce que nous a présenté Marie-Céline. Donc, nous, on a démarré l'aventure en 2020. On a été labellisé niveau 2 en 2021. Et donc, on est dans une nouvelle phase qui est une phase de relabellisation qui est intéressante parce que vous allez voir, c'est à la fois pareil, à la fois un petit peu différent de ce qu'a pu présenter Marie-Céline. Donc, je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on garde du temps pour les questions. On va faire un mot-clé, un exemple. Donc, relabellisation, c'est quoi? C'est évidemment un coup de rétroviseur. Et là, je ne vais pas plagier Marie-Céline sur le fait qu'il a fallu embarquer le comité de direction. Mais ça, par contre, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester un groupe d'activistes au sein d'une grande organisation qui a envie de pousser le sujet. Il faut bien évidemment que le comité de direction le tamponne. Chez nous, ça a été intégré
dans nos 2 derniers plans stratégiques. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils entendent la petite musique du numérique responsable dans le plan stratégique, dans la déclinaison du plan stratégique. Donc ça devient un sujet au quotidien. Et évidemment, on a transformé l'entreprise, embarqué tout le monde et on espère que tout le monde aussi dans l'organisation est engagé sur le sujet. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec ce coup de rétroviseur, ce qu'on constate maintenant chez nous, chez SPICS, et ce qu'on se dit qu'il faut faire par la suite. Alors, j'ai pas radoté, hein, sensibiliser, former, sensibiliser, former, sensibiliser, former. Pourquoi? Parce que d'une part, on part du principe, on est assez optimiste on part du principe que les gens qui comprennent le sujet, les contours du sujet, les impacts environnementaux, sociaux, etc. du numérique, passent à l'action de manière assez mécanique. D'accord? Il n'y a pas besoin de leur tordre le bras. La plupart des gens, quand ils comprennent le sujet, ils vont intégrer ça dans leur quotidien, dans leurs critères de décision. Pourquoi aussi, en interne et en externe, au sens chez nos clients, on a besoin parfois d'accompagner des changements de culture autour du numérique. C'est-à-dire, l'exemple que je donne toujours et qui est très simple, hein, il faut changer, par exemple, la fierté d'avoir le dernier PC tout neuf par la fierté d'avoir un PC qui a 5-6 ans et qui fonctionne toujours et qu'on a su conserver pendant autant de temps. Donc, cette action de sensibiliser, former, nous, avec nos 4 ans, bientôt 5 de recul, on se rend compte qu'il faut se remettre à l'ouvrage, hein, parce qu'il y a des nouveaux entrants, qu'il faut former une première fois, donc il faut continuer indéfiniment. Et aussi, pour aller plus loin, il faut bien mettre en place des formations ou des sensibilisations plus spécifiques par métier. Si je suis sur un environnement de poste de travail, si je suis sur des infrastructures data center, si je suis sur des sujets cyber, comme disait Marie-Céline, c'est des approches qui ont des socles communs, mais qui vont avoir des spécificités pour que chacun s'approprie ça dans son métier. Deuxième point important pour nous là, dans cette phase-là, même si c'est important tout le temps, hein, être plus exigeant, plus ambitieux, plus courageux. Exigeant, c'est très simple, hein. Par exemple, en interne, si l'entreprise est engagée sur le sujet, elle peut rendre des formations obligatoires. Nous, on a fait une formation qui s'appelle la Speak Climate Academy, qu'on a déployée avec des objectifs, avec des forts objectifs de réalisation de la formation. Et c'est vraiment important parce que c'est des socles qui permettent, comme je disais juste avant, de bien comprendre le sujet. Et en externe, l'exigence avec, par exemple, nos partenaires technologiques, c'est toujours plus les challenger et leur demander plus d'informations sur leurs produits et services. Nous, on a cette difficulté-là, hein, de redonner à nos clients le scope 3 qui nous est fourni par si je parle d'impact carbone, qui nous est fourni par nos partenaires. Et notre fantasme à terme, hein, bien évidemment, c'est d'avoir des price lists des constructeurs avec une colonne prix et une colonne impact carbone et après une colonne consommation d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est quand même pas le cas aujourd'hui et on est là et c'est un de nos rôles, hein, d'être exigeant pour les pousser à ça. Bon, l'ambition, j'aime pas forcément toujours ce terme. J'ai regardé dans le dictionnaire, ça veut dire désir ardent de parvenir à quelque chose. Donc, oui, on a l'ambition d'être exemplaire. On essaye de l'être, pas forcément évident. Et c'est aussi une demande du label, hein, quand on passe en niveau 2, d'aller plus loin. Ça, c'est important. Quand vous serez dans cette phase-là, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Le courage, je pense que c'est quelque chose de très important. On en parle parfois en politique, ailleurs. Il faut avoir le courage d'aller plus loin. Avec les partenaires, par exemple, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, de les challenger beaucoup plus, de les mettre en concurrence, pourquoi pas sur des critères numériques responsables, et peut-être pour certains de les quitter, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas assez vertueux. Pour les clients, le courage envers les clients, c'est pas évident pour nos équipes commerciales, hein, je parle en toute transparence, c'est d'intégrer ce critère de discussion, le NR, ce critère, NR, dans la discussion, même quand le client est pas demandeur. C'est-à-dire que potentiellement, ça les met en difficulté.
les commerciaux, enfin toutes les personnes qui parlent avec nos clients. Mais c'est important, il faut avoir ce courage-là pour en faire un vrai sujet de discussion et un vrai critère de décision ensemble. Et dernier point, comme ça on laissera un petit peu de temps aux questions-réponses. Vraiment, ce qu'on veut, c'est, et on essaie de le faire aujourd'hui par exemple, hein, c'est d'embarquer l'écosystème au sens large, l'ensemble de nos parties prenantes, pour transformer ensemble. Alors, transformer ensemble, c'est peut-être un peu large, je vais quand même expliquer ce que ça veut dire. On est tous conscients qu'on est dans un système, enfin l'informatique aujourd'hui est dans un modèle d'affaires qui n'est pas toujours adapté, hein, à un contributeur, on va dire, de manière vertueuse au numérique responsable, parce qu'on demande aux constructeurs de vendre du volume, de vendre de plus en plus de hardware, de software. Ça se répercute potentiellement aussi chez nous, hein, chez une société de services comme Species, et on sait qu'il faut qu'on change globalement ce modèle d'affaires si on veut à terme être plus vertueux et s'attaquer à des sujets d'allongement de durée de vie des équipements, par exemple, hein. C'est des sujets assez évidents dans le numérique responsable. Mais ce qui va nécessiter de changer et de tous se transformer. Donc évidemment, il y a les constructeurs, les éditeurs, mais aussi parmi nos parties prenantes, les cabinets de conseil, les bureaux d'études qui conçoivent les appels d'offres avec les clients, qui conseillent les clients sur la manière de présenter leurs besoins. Les acheteurs chez les clients. Les acheteurs chez les clients doivent aussi comprendre ce changement de paradigme. Mais ceci dit, je suis assez optimiste. Je suis à la fois optimiste et à la fois vigilant parce que dans la plupart des entreprises, il y a eu des formations achats responsables, mais il faut qu'eux aussi intègrent ça dans leurs critères de décision. Et puis, tout l'écosystème avec lequel on travaille déjà, qui permet d'allonger la durée de vie, donc le recyclage, le reconditionnement, la réparation, etc. etc. Donc, avec qu'il faut faire travailler, qui sont aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est très important aussi de les faire travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est vraiment la conclusion, c'est aussi partager pour mieux travailler ensemble et se transformer ensemble autour du sujet du numérique responsable. Donc si vous avez des questions ou des remarques, des interpellations sur ces différentes... N'hésitez pas à prendre le micro, hein, vous pouvez soit... On est en Merci Emmanuel. comité. Moi, j'ai peut-être une première question, mais c'est la question où j'embête tout le monde avec ça. Parce que, alors, ce qui était intéressant, c'est que Marie-Céline, tu as mis en évidence finalement le fait d'embarquer les équipes, toi, Emmanuel, d'embarquer tout l'écosystème. Et finalement, quelle est ta recommandation, Emmanuel, pour une organisation qui souhaite se labelliser? Une recommandation. Une recommandation, je reviendrai sur... je ne suis pas forcément pour la hiérarchie à outrance dans les organisations, mais je reviens sur ce que je disais au début de mon retour d'expérience. Il faut absolument embarquer le comité de direction. On ne peut pas avoir une équipe RSE, encore une fois, dans un coin qui essaie de tirer le sujet dans l'organisation. Il faut que ce soit dans je vais sortir des grands mots, dans la raison d'être de l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise, de mener cette transformation NR. Merci. Et entre-temps, on a déjà reçu quelques questions. Alors, la première, sans doute pour toi, Adèle, quel est le coût de la labellisation? C'est une question effectivement importante. Alors aujourd'hui, le coût de la labellisation NR, elle est déclinée en 3 temps. Il y a le coût de la formation. Donc la formation va dépendre du niveau de label sur lequel vous vous engagez. Typiquement, le MOOC, la certification, elle a 80 € TTC. Et sur la formation de 3 jours numérique responsable, on est sur 1 800 € hors taxe pour les 3 jours. Donc ça, c'est par personne. Ensuite, on a un coût de redevance annuelle, qui sont les frais de gestion de licence de marque du label. La redevance annuelle inclut aussi tous les outils avantages de la communauté qui sont mis à disposition gratuitement. Et cette redevance annuelle,
annuelle-là, elle est calculée par rapport à la taille de l'entreprise et plus largement son chiffre d'affaires. Donc, on a des tranches de redevances annuelles en fonction du chiffre d'affaires. Donc, plus on a un chiffre d'affaires élevé, on est une grosse structure, plus on a une redevance élevée aussi. Bien sûr, il y a des plafonds pour pas que ce soit des coûts exorbitants. Donc, je pourrais transmettre éventuellement à Marie, à Marie-Camille, enfin la présentation globale NR, vous allez retrouver les coûts parce que là, je ne l'ai pas présenté. Et puis, on a aussi les coûts d'audit. Et pareil, coûts d'audit vont varier si on est sur le niveau 1 ou sur le niveau 2. Si on est sur le niveau 1 et qu'on est une structure de moins de 500 collaborateurs, l'audit est à 750 € hors taxe, c'est un audit à distance. Et sur le niveau 2, c'est pareil, on vient calibrer le temps d'audit et donc le coût d'audit en fonction de la taille de l'organisation, donc du nombre de sites aussi à auditer. Donc ça va varier. On peut aller à des coûts pour une toute petite structure sur le niveau 2, donc d'audit sur site qui vont de 3 000 € hors taxe. Ça peut aller jusqu'à 10 000 € hors taxe si on est vraiment une très grande entreprise. Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment des coûts qui sont personnalisés et je pourrais transmettre les grilles si besoin. Merci. Merci. On a une question de David, je veux bien la prendre. Une question dans laquelle effectivement il y a déjà des réponses. David demande comment mobiliser l'ENR dans des organisations où les enjeux économiques ou de cyberprotection sont majoritairement prégnants. C'est une excellente question, surtout quand on pense au sujet que j'ai beaucoup cité tout à l'heure d'allongement de la durée de vie des équipements. Je vais donner 2 réponses rapides. Il y a une réponse en aval et une en amont. Si on considère que dans l'organisation même, c'est très compliqué parce qu'on veut on a des très fortes contraintes de cyber et on a des très fortes contraintes de performance, par exemple, des infrastructures. La réponse en amont, alors elle est plus compliquée, là, les clients ont un peu moins la main, c'est de choisir des équipements qui ne vont pas avoir d'obsolescence trop rapide sur la partie cyber, par exemple. Ça peut être aussi de choisir des équipements qui sont plus performants. Ça va peut-être coûter 20% plus cher en frontal, mais on pourra les garder 1 ou 2 ans de plus. Donc c'est un compromis à avoir. Et les solutions, et puis aussi, alors la solution, c'est évidemment que les constructeurs construisent, et ça, il faut leur mettre la pression de manière très forte, construisent des équipements qui sont plus modulaires et sur lesquels on peut changer juste une carte mère, rajouter de la mémoire, etc., pour pouvoir les faire durer plus longtemps. Donc ça fait partie des choix des constructeurs qu'il faut faire en amont. Et puis en aval, la solution, c'est quoi? Si on considère qu'on est très fortement contraint et qu'on ne peut pas garder nos équipements très longtemps, ça n'empêche pas de leur faire vivre une seconde vie à l'extérieur de l'organisation. Donc être très vigilant avec ça, donner ou revendre ces équipements pour qu'ils soient réutilisés et pas les envoyer à la benne. Il y avait une deuxième partie de la question Oui, sur les merci. jeunes. Je veux bien compléter, si c'est possible, la question, Oui. parce Oui, que vas-y. alors bien évidemment, parfois, qui peut être un accélérateur, mais si les clients nous demandent de rendre compte sur notre plan de décarbonation et du coup les actions concrètes qui sont menées sur l'IT, par exemple, si on est comme vous, nous, on est une entreprise identifiée tech. Mais je vais donner un autre exemple. Nous, on a réalisé notre bilan donc de gaz à effet de serre et on s'est rendu compte que certains de nos fournisseurs stratégiques IT étaient très obscurs ou très secrets dans certaines données, que ce soit par exemple la consommation électrique ou la consommation en eau, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas une bonne maîtrise, au tout début, maintenant ça a progressé, mais on n'avait pas une bonne maîtrise de notre impact complet. Mais quand vous vous rendez compte, par exemple, qu'un de vos data centers a un PUE catastrophique, en fait, le fait qu'il ait un PUE catastrophique, ça a un coût pour vous, en fait, puisque ça veut dire qu'il consomme d'électricité à outrance pour délivrer un service. Et donc, quand tout le monde sait que les factures d'électricité ont explosé, bien très rapidement, en fait, si vous faites le lien, vous vous rendez compte qu'il y a une corrélation entre ce data center et un PUE catastrophique et des incidences économiques pour vous. Vous pouvez faire aussi des choix technologiques d'investissement
d'investissement, ce qui a été le cas chez nous, avec des nouvelles technologies qui divisaient par 6 la consommation électrique pour un même service rendu. Donc, il est possible de lier sobriété énergétique, soit sobriété énergétique et gain économique. Et ça, c'est vraiment important parce que, et donc là, ça veut dire qu'il faut être très proche des équipes pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Comment? Mais en fait, vous avez valorisé ça en qualité de service, en rapidité de delivery. Mais est-ce que moi, je peux faire le calcul de gain aussi énergétique et parfois financier? Donc, c'est vraiment ce que je disais aussi à un moment, c'est que quand on s'engage là-dedans, il faut être en proximité pour aider les personnes à voir la dimension NR qui pourrait être liée dans un de leurs projets. Et enfin, là, je vous parle de cas concrets chez nous, hein. Très intéressant, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être si je peux me permettre sur ce sujet finalement de retour sur investissement, parce que Emmanuel, ce que tu disais comme conseil, c'était d'essayer de convaincre très rapidement la direction pour que la stratégie en fait soit embarquée de l'entreprise dans cette démarche numérique responsable. On se rend compte que c'est un investissement, il y a un coût de la labellisation, comme l'a dit Adèle. Mais finalement, il y a des rentabilités à avoir derrière sur la sobriété énergétique. Et puis, dis-moi si je me trompe, Emmanuel, mais SPICES, nous, ça a été aussi un avantage compétitif important. De plus en plus, nos clients, nos partenaires ont cette envie que les entreprises soient dans cette démarche numérique responsable. Donc, il y a aussi ce retour sur investissement indirect d'offres que l'on va pouvoir saisir et d'opportunités qu'on va pouvoir saisir grâce à notre label, n'est-ce pas? Absolument. On a quelques données très chiffrées sur notre usage interne. On a limité les achats de PC, etc., en allongeant la durée de vie au sein de l'organisation. Donc ça a été assez simple à chiffrer parce qu'on a les chiffres en face de nous et ça a été assez intéressant. On a largement diminué le nombre de PC déjà en stock, enfin, sur l'ensemble de l'organisation et la durée de vie, si je prends cet exemple-là. Ensuite, côté client, bon, c'est plus difficile à chiffrer, mais on constate évidemment que dans les appels d'offres, surtout ceux sur lesquels il y a des règlements consultation, où vous avez des pourcentages de notation, que les pourcentages de notation sur la partie RSE ou NR est de plus en plus importante, assez exigeante. Les questionnaires sont très compliqués, hein, parfois à remplir. Il y a beaucoup d'informations. Et on considère effectivement que nous, ça nous aide parfois à faire tomber la balle du bon côté du filet, hein, quand on est en concurrence avec des confrères qui ont à peu près la même offre technologique, qui sont capables de faire aussi. Le client final, il va sans doute, on espère en tout cas, préférer travailler avec une entreprise comme Labellisé. SPI, qui est labellisée et qui saura, pas que ponctuellement, mais dans la durée, les accompagner pour faire les bons choix et les bons choix d'évolution de l'infrastructure. Donc c'est ça qu'on cherche aussi avec nos clients, c'est de les inscrire dans une relation évidemment dans la durée où on se pose comme un acteur, on espère, un peu vertueux autour du numérique responsable et donc capable de les accompagner eux-mêmes dans leurs choix. Et d'ailleurs, Anna, dans le chat, complète, merci, en disant que certains clients publics, collectivités, imposent même ce volet RSE, voire NR dans les obligations contractuelles. Oui, on rencontre dans toutes les offres aujourd'hui sur les marchés publics, hein, et dans la grande majorité des appels d'offres un peu structurés sur les marchés privés, sur toutes les grandes ETI et les grands comptes, il y a systématiquement des questionnaires NR, des référencements NR ou RSE au sens large. Et comme dit Guillaume Collin, oui, c'est pas que dans retour effectivement, retour sur investissement, si on peut appeler ça, business, mais aussi évidemment sur la marque employeur et sur le fait de fidéliser nos talents et d'en attirer des nouveaux. C'est quelque chose qui est important et démontrer ça dès les phases effectivement, de recrutement, dire qu'on intègre ça au quotidien, peut être attractif pour nos futurs collaborateurs. Et un maintien de développement des compétences. Enfin, nous Oui. qui avons fait tout un travail d'évaluation de l'empreinte environnementale de notre site internet, par exemple, enfin, toutes les équipes ont appris dans l'exercice.
on a fait tout un audit d'accessibilité numérique de nos solutions. Toutes les équipes ont appris de ce que ça impliquait et de nouvelles façons de coder et développer avec cet exercice-là. Enfin, il y a des fois, on n'a pas été formé sur les bancs de l'école ou dans les entreprises précédentes à ces sujets-là. Et donc, c'est aussi une opportunité d'apprendre et de développer de nouvelles compétences qui sont valorisables de manière générale. Hein. Tout à fait. Le temps a fusé. On est déjà à la fin de ce webinaire. Il n'y a plus de questions. Du coup, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, Marie, Céline, Adèle aussi. Merci à tout le monde de s'être connecté. Donc, vous aurez un petit récap des informations. Et puis, très rapidement, nous aurons d'autres webinaires aussi sur des thématiques en fonction des besoins des membres. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire sur quels sont vos besoins, les questionnements dans la démarche numérique responsable, comment on peut vous accompagner grâce à des échanges, des partages d'expériences dans ces démarches. Merci à tout le monde et bonne journée.